Des respirations sifflantes et faibles résonnaient depuis la bouteille en plastique blanc opaque qui enserrait étroitement le cou du lionceau. L'embouchure rigide de la bouteille avait creusé une marque profonde autour du cou tendre, faisant gonfler et noircir la chair. Les yeux de Léon, troublés et épuisés, scrutaient à travers le plastique sale comme s'ils imploraient une délivrance. À ses côtés, Jules, son jeune frère, léchait doucement autour du cou de son aîné, émettant des sons inquiets depuis sa gorge. Il y a seulement 3 jours. Ses frères jumeaux jouaient insouciants sous la protection de leurs troupes dans la réserve de Tulipes, en Afrique du Sud. Maintenant, ils gisaient au bord d'une route pavée, à des kilomètres de leurs troupes, et Léon luttait pour sa vie à chaque seconde qui passait. Incapable de manger ou de boire, son petit corps de 4 mois s'affaiblissait progressivement. Mais ce qui était le plus étonnant n'était pas l'instinct de survie persistant de Léon, mais la dévotion de Jules, le jeune lion qui refusait de retourner auprès de la troupe pour rester avec son frère mourant. Le lien entre eux transcendait les instincts de survie de base, devenant la preuve de quelque chose que les humains croient souvent être leur apanage exclusif. L'amour inconditionnel. Tout avait commencé ce matin fatidique, 3 jours plus tôt, lorsque Léon et Jules s'étaient éclipsés de la troupe pendant que les adultes somnolaient après une nuit de chasse. Leur mère, Élise, se remettait d'une rencontre avec une meute de hyènes et ne pouvait pas surveiller ses lionceaux énergiques comme à son habitude. L'aventure, au départ inoffensive, poursuivre un papillon, puis une jeune antilope, avait conduit les frères loin de leur territoire familier. Le paysage changeait progressivement. L'herbe se raréfiait et une odeur étrange flottait dans l'air, fumée, plastique et métal. Ils s'étaient inconsciemment approchés de la frontière nord de la réserve, là où elle jouxtait le monde humain. Les déchets des zones résidentielles voisines, souvent emportés par le vent à travers la clôture clairsemée, s'accumulaient dans les hautes herbes, formant une décharge officieuse. Léon, toujours plus curieux que son frère, commença à explorer ces objets étranges. Ses griffes jouaient avec une feuille de plastique argentée réfléchissant la lumière du soleil, puis avec un sac plastique fin flottant dans la brise légère. Jules, plus prudent, reniflait l'air avec inquiétude, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais Léon, trop absorbé par ses nouvelles découvertes, ne remarqua pas les signaux d'alarme. Parmi les détritus, Léon trouva un objet particulièrement attirant. Une grande bouteille en plastique transparent qui avait contenu du soda, avec encore un peu de liquide sucré à l'intérieur. L'odeur du résidu était trop forte pour le nez sensible de Léon. Sans hésiter, il enfonça son museau dans l'embouchure de la bouteille, léchant les gouttes sucrées collées aux parois internes. Le goût sucré l'encouragea à lécher plus profondément, et dans un moment d'inattention, il enfonça complètement sa tête dans la bouteille. Le goulot rigide se resserra autour de son cou. À l'intérieur, le corps plus large de la bouteille était assez spacieux pour contenir toute la tête du lionceau. Mais la satisfaction se transforma rapidement en panique lorsque Léon réalisa qu'il était coincé. Le goulot était trop étroit pour qu'il puisse retirer sa tête, et chaque traction brutale ne faisait qu'enfoncer davantage le bord tranchant du plastique dans son cou. Jules observa avec une horreur croissante. Au début, il pensa que son frère jouait à un nouveau jeu, mais les rugissements étouffés et les mouvements frénétiques de Léon révélèrent rapidement la gravité de la situation. Poussé par l'instinct fraternel, Jules tenta d'aider, utilisant ses petites dents de lait pour mordre la bouteille, essayant de la retirer. Mais le plastique dur était trop épais, et les efforts de Jules ne faisaient qu'aggraver la douleur de Léon, la bouteille se tordant et frottant contre la blessure en formation autour de son cou. Pendant des heures, Léon roula sur le sol, frappant sa tête emprisonnée contre les arbres et les rochers dans des tentatives désespérées de s'échapper de cette prison de plastique. Jules ne quitta jamais son frère, léchant doucement autour de son cou, émettant de petits sons réconfortants. Au coucher du soleil, Léon était épuisé, allongé, haletant sur le sol. La bouteille en plastique déformait les sons, et sa vision était limitée par le plastique sale et rayé. La première nuit fut terrible. La température chuta brutalement dans l'obscurité, et les frères se blottirent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Jules tenta d'appeler leur mère avec de faibles cris, mais ils s'étaient trop éloignés pour que quiconque les entende. Léon avait faim et soif, mais il ne pouvait ni manger ni boire avec la bouteille sur la tête. Chaque tentative de lécher la rosée nocturne sur l'herbe était vaine, car la bouteille l'en empêchait. L'aube d'un nouveau jour n'apporta aucun espoir. Léon, visiblement affaibli, voyait chaque pas devenir plus laborieux. Jules, bien qu'affamé et effrayé, ne cessait d'encourager son frère en le poussant doucement et en léchant son visage à travers l'embouchure de la bouteille. À midi, ils entendirent au loin les appels de la troupe de lions. Les membres de la troupe avaient remarqué l'absence des lionceaux et avaient commencé à les chercher. Jules aurait pu répondre et guider la troupe jusqu'à eux, mais Léon, dans son état affaibli, ne pouvait pas se déplacer rapidement. Un choix implicite se présenta. Jules pouvait retourner vers la troupe, vers la sécurité et la nourriture, ou rester avec son frère en danger. Sans hésiter, Jules choisit de rester. Dans le monde sauvage et impitoyable où la survie prime souvent sur tout, cette décision semblait aller à l'encontre de l'instinct.
Mais pour Jules, il n'y avait pas d'autre choix. Le deuxième jour passa, l'état de Léon se détériorant rapidement. Son petit corps, pas encore complètement développé, ne pouvait supporter le manque d'eau et de nourriture. La blessure autour de son cou commença à s'infecter, rendant chaque mouvement douloureux. Jules, poussé par des besoins élémentaires, trouva une petite flaque d'eau et but suffisamment pour maintenir ses forces. Puis, dans un moment d'adaptation remarquable, il but davantage d'eau, la garda dans sa bouche, et la fit goûter doucement dans l'espace étroit entre le cou de Léon et la bouteille en plastique. Seules quelques gouttes passèrent, mais assez pour empêcher Léon de se déshydrater complètement. Dans l'après-midi, Jules réussit sa première chasse, attrapant un petit lapin qui n'avait pas été assez rapide pour échapper aux instincts naissants du lionceau. Avec fierté, il traîna la proie jusqu'à Léon, déchirant la viande en morceaux plus petits et plus faciles à avaler. Mais Léon ne pouvait pas manger. L'embouchure de la bouteille était trop étroite pour laisser passer la nourriture, et les tentatives de faire entrer la viande ne faisaient que resserrer davantage la bouteille contre la blessure. Finalement, Jules mangea la viande, maintenant ses forces pour continuer à soutenir son frère. La deuxième nuit fut encore plus froide, et Léon tremblait de fièvre. Les défenses de son jeune corps luttaient contre une infection de plus en plus grave. Jules s'allongea, serrant étroitement son frère, essayant de transmettre la chaleur de son propre corps. Non loin, les hurlements des hyènes résonnaient dans la nuit noire, un rappel effrayant des dangers toujours tapis dans l'ombre. L'aube du troisième jour apporta une décision cruciale. Léon, trop faible pour aller loin, s'effondra à plusieurs reprises. Chaque fois, Jules attendait patiemment, poussant et encourageant son frère à se relever. Mais à midi, il devint clair que sans intervention, Léon ne survivrait pas à la journée. Avec une sorte de compréhension au-delà de son âge, Jules sembla prendre une décision. Il commença à pousser doucement contre le flanc de Léon, dirigeant son frère dans une direction spécifique, vers l'odeur de fumée et le bruit lointain des humains. Dans le monde sauvage, les humains sont généralement synonymes de danger, à éviter à tout prix. Mais Jules, peut-être par intuition ou par pur désespoir, les conduisait vers la route où les chances de rencontrer des humains étaient plus élevées. Ce fut un voyage lent et douloureux. Léon ne pouvait parcourir que quelques dizaines de mètres avant de devoir s'arrêter pour se reposer. Mais Jules ne poussait jamais trop fort. Il attendait, patient et fidèle, léchant les blessures de son frère et le poussant doucement quand Léon était prêt à continuer. Alors que le soleil couchant peignait le ciel en rouge, les frères atteignirent une clairière près de la route pavée. L'herbe y était courte et clairsemée, entretenue par les équipes de maintenance routière. Le bruit des véhicules occasionnels rendait Jules alerte, mais il ne reculait pas. Léon était presque inconscient à ce stade. Seules ses respirations sifflantes provenant de la bouteille indiquant qu'il était encore en vie. Avec un dernier effort, Jules tira son frère jusqu'au bord de la route. Ici, la visibilité était plus grande, mais le risque aussi. Jules allongea Léon sur un carré d'herbe près de la route, puis s'assit à ses côtés, vigilant et persistant. À la tombée de la nuit, il commença à émettre une série de petits appels, semblables à ceux d'un chaton plutôt qu'au rugissement d'un prédateur en croissance. Ce son, mélange d'appels à sa troupe et de cris d'aide, résonnait dans l'air immobile de la nuit. L'aube arriva, apportant une lueur d'espoir fragile. Léon était toujours en vie, bien que respirant faiblement. Jules, fatigué mais inébranlable, veillait toujours sur son frère. Vers 7 heures du matin, un pick-up blanc apparut sur la route, roulant plus lentement que les autres véhicules passés plus tôt. À bord se trouvait le docteur Éléonore Dubois, 55 ans, biologiste de la faune avec 3 décennies d'expérience dans l'étude des lions africains, et Daniel Martin, 60 ans, un ranger vétéran responsable de la zone nord de la réserve de Tulipes. Ils se rendaient à la station de recherche pour commencer leur journée de travail, lorsque Daniel freina brusquement. Éléonore, regarde là-bas. Daniel pointa 2 petites taches jaunes au bord de la route. Sans avoir besoin de jumelles, Éléonore reconnut qu'il s'agissait de 2 lionceaux. Mais quelque chose ne va pas. L'un est immobile, et il y a un objet étrange attaché à sa tête. L'autre monte la garde, dos droit et tête haute, comme un petit soldat. « Mon Dieu !» murmura Éléonore en réalisant la situation. Une bouteille. Sa tête est coincée dans une bouteille en plastique. Avec la rapidité et l'efficacité de personnes habituées aux urgences, Daniel contacta l'équipe de secours de la faune par radio pendant qu'Éléonore observait à travers ses jumelles. La douleur était évidente sur le visage de la femme lorsqu'elle vit l'état de Léon. Tête complètement emprisonnée dans une grande bouteille en plastique, des blessures profondes autour de son cou, un corps amaigri par des jours sans nourriture ni eau. Mais ce qui étonna véritablement Éléonore fut le comportement de Jules. Le jeune lion, bien qu'affaibli par la faim, maintenait une position protectrice à côté de son frère. De temps en temps, il léchait doucement le cou de Léon, comme pour apaiser la blessure. Quand un gros camion passa, créant un bruit fort, Jules se leva, prêt à protéger son frère contre toute menace potentielle.
bien qu'il ne fût qu'une petite créature inoffensive dans l'immensité du monde. « Je n'ai jamais vu ça, » murmura Éléonore, la voix tremblante. « En 30 ans d'études des lions, je n'ai jamais vu. Le plus jeune n'abandonne pas son frère. » Daniel hocha la tête, tout aussi ému. C'est le genre de lien que même les humains démontrent rarement. En 20 minutes, un camion de secours arriva, transportant une équipe de 4 experts, 2 vétérinaires, un spécialiste en anesthésie et un secouriste expérimenté. Ils évaluèrent la situation à distance avant d'approcher. « Le petit ne nous laissera pas approcher facilement », nota le spécialiste en anesthésie en regardant Jules. « Il protège son frère. » Ils décidèrent d'utiliser des sédatifs pour les 2 lions, avec une dose plus légère pour Jules. Le pistolet à tranquillisant fut soigneusement préparé, et le spécialiste, avec une précision remarquable, tira 2 petites fléchettes à quelques secondes d'intervalle. Jules tressaillit en sentant l'injection, mais il ne s'enfuit pas. Au contraire, il tenta de rester ferme devant son frère, comme prêt à tout endurer pour protéger Léon. Ce n'est que lorsque le sédatif commença à faire effet que Jules s'allongea lentement, la tête toujours tournée vers les humains qui approchaient, les yeux grands ouverts, plein de vigilance. L'équipe de secours approcha avec la plus grande prudence. Les 2 vétérinaires vérifièrent immédiatement l'état de Léon. Après avoir confirmé qu'il était encore en vie, ils découpèrent soigneusement la bouteille en plastique avec un outil spécial, morceau par morceau, pour éviter de blesser davantage la zone du cou déjà endommagée. Lorsque le dernier morceau de la bouteille fut retiré, tout le monde retint son souffle, horrifié. La blessure autour du cou de Léon était profonde et gravement infectée. L'embouchure tranchante de la bouteille avait laissé une marque profonde sur la chair tendre, atteignant presque les nerfs et les vaisseaux sanguins importants. Un vétérinaire préleva des échantillons de liquide de la blessure pour des tests, tandis que l'autre injectait des antibiotiques et des analgésiques. Jules, bien que sous sédation, tentait encore de lever la tête à chaque son émis par son frère. Remarquant cela, un des secouristes plaça les frères côte à côte sur une civière pour le transport. Même dans un état semi-conscient, Jules posa sa patte sur le corps de son frère, comme pour s'assurer que Léon était toujours là. « Je n'ai jamais vu une chose pareille », murmura le secouriste, essuyant ses larmes en plaçant la civière dans le camion. « Nous devons les sauver tous les 2. » Au centre de secours de la faune de Tulipe, une équipe médicale était prête. Léon fut immédiatement conduit en salle d'opération, tandis que Jules fut placé dans une cage à proximité où il pouvait voir et sentir son frère. Le vétérinaire en chef, le docteur Jean Moreau, un homme de 65 ans aux cheveux gris et aux mains habiles après plus de 4 décennies dans la profession, réalisa lui-même l'opération de Léon. La blessure autour du cou fut soigneusement nettoyée. Les tissus endommagés furent traités, et plusieurs thérapies furent appliquées pour aider à guérir la peau abîmée. Léon reçut des fluides, des antibiotiques à forte dose et fut placé sous un système de surveillance pour vérifier ses signes vitaux. Les tests montrèrent une malnutrition sévère et une déshydratation, mais heureusement, les organes internes n'avaient pas encore été affectés de manière permanente. Jules se réveilla en premier et, dès qu'il put se tenir debout, chercha son frère. Lorsque le personnel ramena Léon, encore inconscient après l'opération, dans la cage adjacente, Jules se pressa immédiatement contre les barreaux séparateurs, émettant des sons inquiets. Après consultation, l'équipe médicale décida de placer les frères dans la même cage sous surveillance continue. Dès que la barrière fut ouverte, Jules s'approcha doucement de Léon, prenant soin de ne pas toucher la blessure bandée. Il s'allongea près de son frère, la tête reposant sur la patte de Léon, une position qu'Éléonore nota avoir vue de nombreuses fois dans les familles de lions, un geste de réconfort et de protection. Le docteur Moreau secoua la tête, émerveillé. Tout au long de ma carrière, j'ai vu de nombreux liens forts entre animaux, mais rarement un lion sacrifier sa propre sécurité pour un autre comme cela. Nous assistons à quelque chose de vraiment spécial. Éléonore hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les frères. C'est un rappel que le monde naturel a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas pleinement. Nous pensons souvent que seuls les humains sont capables de sacrifices par amour, mais cette vision est peut-être trop étroite. 2 semaines passèrent sous les soins dévoués de l'équipe médicale. Chaque jour, l'état de Léon montrait de petites améliorations. La blessure au cou guérissait progressivement. Le pelage commençait à repousser dans les zones endommagées. Sa santé fut renforcée par un régime riche en nutriments, commençant par des aliments liquides, puis passant progressivement à de la viande finement hachée. Tout au long du processus de récupération, Jules ne quitta jamais le côté de Léon. La présence du jeune frère semblait être le meilleur remède mental pour Léon. Les chercheurs du centre documentèrent toutes les interactions entre les frères, créant une étude précieuse sur les liens émotionnels entre animaux sauvages. À la fin de la 3e semaine, le docteur Moreau déclara Léon suffisamment fort pour être relâché dans la nature. La question se posa de savoir s'il fallait essayer de retrouver leur troupe d'origine.
Éléonore avait passé de nombreux jours à pister et avait finalement localisé la troupe à environ 15 km de l'endroit où les frères avaient été trouvés point un matin au début du mois. Un convoi de 2 PQPS quitta le centre de secours, se dirigeant vers le centre de la réserve. Dans une cage de transport spéciale se trouvaient Léon et Jules, alertes mais calmes, peut-être en raison de leur familiarité avec les humains après la période de traitement. Éléonore, Daniel, le docteur Moreau et les 2 secouristes qui avaient participé à l'opération de sauvetage étaient tous présents. Personne ne voulait manquer ce moment important, point ils s'arrêtèrent dans une zone d'herbe haute, à environ 1 km de l'endroit où la troupe de Lyon avait été vue pour la dernière fois. Selon l'expérience d'Éléonore, c'était la distance idéale, assez proche pour que les frères retrouvent la troupe, mais suffisamment loin pour qu'ils se réhabituent à l'environnement naturel. La cage de transport fut soigneusement placée sur le sol, la porte face à la plaine ouverte. Le docteur Moreau effectua une dernière vérification, hochant la tête avec satisfaction. Daniel ouvrit lentement la porte de la cage à une distance sur à l'aide d'une longue corde poing. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, rien ne se passa. Léon et Jules restèrent immobiles dans la cage, comme hésitants face à l'espace soudainement vaste. Puis, comme s'ils avaient atteint un accord tacite, les 2 avancèrent, tête baissée, museau reniflant constamment l'air rempli d'odeurs familières. Ils se tenaient côte à côte, immobiles, observant leur environnement. Une légère brise transportait l'odeur des prairies et peut-être le parfum lointain de la troupe de Lyon. Avec la légère cicatrice autour de son cou comme rappel du défi surmonté, releva la tête plus haut, retrouvant apparemment la confiance d'un prédateur. Soudain, au loin, retentit le rugissement profond d'un lion adulte, un appel territorial, mais peut-être aussi un accueil. Les oreilles de Jules se dressèrent, et sans autre signal, les frères commencèrent à se diriger vers le son, d'abord lentement, puis passant à une course légère. L'équipe de recherche observa à travers des jumelles, les cœurs battant plus vite alors que les 2 lionceaux disparaissaient progressivement derrière les hautes herbes. Éléonore sourit à travers ses larmes, sachant que pour les frères, ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Je pense qu'ils s'en sortiront bien, dit doucement le docteur Moreau. Léon a prouvé qu'il était un vrai guerrier. Et Jules, je n'ai jamais vu un lionceau aussi courageux. Daniel hocha la tête, regardant dans la direction où les frères avaient disparu. Ils nous ont appris une leçon inestimable, non seulement sur les méfaits des déchets plastiques pour la faune, mais aussi sur la puissance des liens familiaux, quelque chose que nous pensons souvent réservé aux humains. L'histoire de Léon et Jules se répandit rapidement, des conférences scientifiques au programme de conservation. Le centre touristique de la réserve de Tulipes exposa la bouteille en plastique, nettoyée et conservée, comme un puissant rappel de la responsabilité humaine envers l'environnement. À côté, des photographies documentaient le processus de récupération de Léon et le lien indéfectible entre les frères. 6 mois plus tard, lors d'une étude de routine, Éléonore retrouva la troupe de Lyon familière, avec 2 jeunes membres se développant sainement. Léon, désormais beaucoup plus grand, portait encore les marques légères du défi qu'il avait surmonté, mais était devenu un membre fort de la troupe. Et à ses côtés, comme une ombre fidèle, Jules était toujours là. « C'est miraculeux de les voir si en santé », écrivit Éléonore dans son journal de recherche. Mais encore plus miraculeux est de constater que le lien entre eux est toujours aussi fort qu'au premier jour. Dans le monde sauvage et impitoyable où la survie est souvent la priorité absolue, Léon et Jules nous ont montré que parfois, l'amour peut être l'instinct le plus fort. L'histoire des frères Lyon devint un symbole pour la campagne contre les déchets plastiques dans les réserves à travers l'Afrique. De nombreuses organisations de financement furent créées, de nombreux programmes éducatifs furent mis en place, et des milliers de volontaires participèrent à des activités de nettoyage autour des zones de conservation. Mais peut-être que l'héritage le plus grand de Léon et Jules fut de changer la manière dont les humains perçoivent le monde animal. Leur histoire toucha le cœur de ceux qui considéraient autrefois les animaux comme de simples créatures agissant par instinct, incapables de ressentir des émotions complexes comme la loyauté, l'amour ou le sacrifice. Comme Daniel le déclara dans un discours à la Conférence internationale de conservation, Léon et Jules ne sont pas seulement 2 lions qui ont été sauvés. Ils sont un rappel que dans le réseau complexe de la vie sur cette planète, nous, humains, ne sommes pas les seuls êtres capables d'amour inconditionnel. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse que nous puissions tirer du monde naturel. Et quelque part dans les vastes prairies de la réserve de Tulipes, les frères Lyon continuent leur vie, inconscients que leur histoire est devenue une inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Pour Léon et Jules, tout ce qui compte, c'est qu'ils sont ensemble.